Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein d'ado et aujourd'hui avec notre invité est addictologue, on va le présenter tout de suite, Michael Spritz. Michael Spritz. Merci. J'avais beau réviser en coulisses, ça ne marche toujours pas. Alors Michael, psychiatre et addictologue, ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris, ma petite note vient de se sauver. Ancien interne des hôpitaux de Paris, psychiatre privé, aujourd'hui médecin responsable de 2 centres de soins aux addictions. Michael, on va se tutoyer pour l'émission puisque c'est plein d'ados, l'émission consacrée à nos ados et aux parents et aux problèmes qu'on rencontre en les faisant grandir, nos petites merveilles. Michael, on va parler de toi, on va parler de ta alia, de ce que tu as fait avant, même de comment tu étais quand tu étais ado. Mais tout d'abord, on a besoin de savoir un peu au jour le jour comment ça se passe. Qu'est-ce qu'un addictologue? Dis-le-nous en 2 mots qu'on comprenne. Alors, d'abord, bonjour. Bonjour. Un addictologue, c'est un médecin. C'est un médecin. Moi, en l'occurrence, je suis psychiatre de base et je me suis surspécialisé en addictologie. Et au jour le jour, c'est s'occuper de patients qui viennent me voir parce qu'ils ont un problème d'addiction. Ça peut être des addictions aux produits, donc ça peut être l'alcool, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne. Enfin, il y a plein de produits auxquels on peut devenir addict, dépendant, c'est le même mot, addict c'est plutôt l'anglicisme. Okay. Ou alors des comportements. Alors les comportements qui peuvent rendre addict, c'est le téléphone. Alors on l'est tous plus ou moins. Ça commence à monter un petit peu l'addiction au téléphone. Oui, en général, on refuse de voir que c'est une addiction. Non, j'ai tout mon emploi du temps dedans, oui. Ça, c'est une chose. Mais dans le téléphone, il y a des choses qui posent plus problème. Il y a des addictions aux jeux vidéo, en ligne et tout ça. Des addictions à la pornographie qui existent aussi. Après, il y a d'autres addictions. Il y a les jeux. Voilà, il y a plein de choses qui existent, des addictions comportementales et non comportementales. Alors aujourd'hui, avec toi, on va avoir du mal à tout faire rentrer dans 1 heure. Habituellement, on a le problème inverse. C'est comment on arrive jusqu'au bout de notre heure. Je vais commencer par une première question. On va essayer de plonger avec toi un peu dans ton passé. Donc, tu as habité la France avant ta alia. Quelle était ta vocation? Comment tu es arrivé à devenir addictologue un jour? Tu avais un rêve? Mon rêve, c'est un peu compliqué, mais mon rêve, d'abord, il a été d'être médecin. Okay. Parce que j'ai un peu calqué les rêves de mon grand-père, qui m'a vu une fois avec une blouse, je devais avoir 14 ans, parce que je faisais un TP de chimie, enfin je sais plus, il m'a dit, avec son accent, il venait d'Algérie, mon grand-père, il m'a dit « Docteur, c'est quelque chose ». Il roulait les airs, mon grand-père, un peu, voilà. Et ça m'a mis un truc dans la tête, surtout quand il est décédé peu de temps après, ça m'a mis un truc dans la tête. On pensait que tu avais une addiction aux séries médicales, etc. Alors, c'est venu aussi. Je suis honnête, c'est venu aussi. C'est pas mal, là. C'est venu aussi, c'était le moment d'urgence. Ça passait beaucoup, j'étais à fond et tout. Ouais. C'est venu aussi, ça m'a aidé. Et après, pendant les études de médecine, donc j'ai été reçu au concours de médecine et tout, et pendant les études de médecine, ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé entre plein de trucs. Et un jour, j'ai eu en cours quelqu'un qui est devenu un ami d'ailleurs, qui s'appelle le docteur Laurent Carilla, qui est addictologue. Et j'ai fait « Waouh, ça a l'air trop bien ». Et c'est vrai que c'est trop bien en fait. Parce que c'est spécial, parce que on s'occupe de l'âme, comme tout psychiatre, mais on ne quitte pas le corps. On s'occupe aussi de toutes les conséquences physiques des addictions. Alors, ça peut être plein de choses, ça, on peut en parler peut-être. On va en parler, on va revenir tout de suite sur toutes les conséquences physiques, effectivement. Mais on a du mal à imaginer le jeune, l'ado, même un peu l'étudiant qui dit « Tiens, je vais faire addictologue, etc. » Il y a souvent des déclencheurs. Alors, quel a été un peu le déclencheur? En dehors de cette histoire, il y a eu d'autres choses où tu t'es dit, est-ce que tu as eu affaire à des jeunes qui étaient addicts à quelque chose que tu as vu et tu as dit, ça fait des ravages quand même? Non, pas vraiment. Moi, j'ai grandi dans une banlieue assez calme. J'ai pas eu de problème particulier. J'avais des copains qui fumaient du cannabis, mais c'était à mes yeux d'ado, je trouvais ça grave parce que ma mère m'avait fait très très peur avec le cannabis. Oui. J'ai pas touché. La génération, on pensait que ça brûlait. Ah non, ça c'est sûr que... non, ça c'est clair, j'ai pas touché avant très très longtemps pour en reparler. Mais non, j'ai pas été confronté à ce genre de problème. Mais surtout, j'ai trouvé que de façon médicale et scientifique, c'était très très intéressant. Surtout, il y avait beaucoup de travail à faire. Beaucoup de recherche aussi, j'en ai fait un petit peu.
Et j'étais touché par l'intérêt scientifique, par le parcours après des patients. Quand je suis allé en stage d'externe, quand on est étudiant en médecine, j'étais dans un stage d'addictologie où j'étais touché aussi par tous ces parcours, toute cette souffrance finalement, et avec, il y a longtemps, le peu de moyens qu'on avait, et ça a changé. Donc voilà, j'étais touché par tout ça et j'avais envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Alors je vais écorner un tout petit peu ton image un peu sage avec une question un peu vicieuse. J'avais vu un jour un film avec des flics qui chopaient des vendeurs de drogue, etc. Puis il y a un flic qui disait à l'autre, dis-moi, t'en croques? Et quelque part, il voulait expliquer que pour bien comprendre le mec qui négociait de la drogue, fallait tôt ou tard croquer un peu. Est-ce que l'addictologue est obligé de toucher ou de goûter un peu un produit pour comprendre de quoi on parle? Non, l'addictologue est bien sûr pas obligé de toucher. Maintenant, l'addictologue est un humain. Donc après, quand on regarde les statistiques en France, je crois qu'à l'âge de 30 ans, il y a à peu près 1 homme sur 2 qui a déjà fumé du cannabis. Donc bon, c'est pas non plus très étonnant. Et un jour, on dit, j'ai envie de voir quand même, de quoi il parle, le mec. On dit, je suis sur un nuage. Écoutez, moi je pense que... Alors d'abord, c'est vrai que j'ai des patients qui me disent ça. Ils disent, mais attends, moi je prends de la cocaïne, j'ai jamais pris de cocaïne de ma vie, ça me fait très peur. Comment tu peux me traiter si tu n'as jamais pris de cocaïne de ta vie? Je lui dis, est-ce que tu crois que le cancérologue, il a eu tous les cancers pour pouvoir te soigner ta grand-mère? Non. Bonne réponse, on voit qu'on a travaillé à la maison. Je l'ai eu plusieurs fois. Non, je l'ai eu vraiment beaucoup de fois. Et donc il ne faut pas oublier qu'il s'agit de médecine. Alors certes, ça a existé il y a très longtemps dans le parcours au début du XXe siècle, dans le parcours de l'étudiant en psychiatrie, il y avait tout un truc qui devait essayer tous les psychotropes. Tous les médicaments, ils devaient les essayer. Ah ouais? Alors bon, aujourd'hui, bien sûr qu'on ne fait pas ça, mais ça a été le cas et ils ont rentré ça à un moment dans l'histoire. Mais vu qu'on ne peut pas le faire non plus, on ne peut pas non plus prendre des médicaments pour prendre des médicaments, on connaît les médicaments, on les a étudiés, on sait ce que c'est, on a aussi étudié les produits, on sait ce que c'est. Moi, quand je parle à des patients de n'importe quel produit, je sais ce que c'est. Je sais qu'il y a des puretés dans le produit, je connais les produits, je connais leur forme, je sais ce que ça fait. Je sais aussi ce que ça coûte, et c'est pas rien. Il faut aussi parler du prix de tout ça. Donc ils sont aussi étonnés parce qu'ils croient que le médecin, il est dans son truc, il a jamais rien vu de sa vie, il sait pas de quoi on parle, et alors que non, il sait de quoi on parle. S'il dit qu'il est spécialiste, il est spécialiste, il sait de quoi on parle. D'accord. Alors, on va retourner un peu dans le passé. Comment était Michael ado? Quel genre d'ado c'était? Ouais, il était un ado plutôt sage. Ouais. Plutôt bon élève, comme ça? Ouais, sympa, plutôt bon élève, pas très travailleur. Ok. Ça a changé. Écoutez bien les jeunes, on peut être addictologue sans avoir travaillé dès le début. Ouais. Ça a changé après beaucoup. Parce qu'en fait, après j'ai été intéressé, en fait. C'est-à-dire que tout mon parcours au lycée, c'était à chaque fois sur le fil, c'était à la dernière minute, comme beaucoup. Et à partir du moment où tu as de la passion, où il y a un truc qui t'intéresse, et d'un coup, tout change. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'en France, la première année de médecine, c'est le concours. J'ai vu que, comme beaucoup, je l'ai fait 2 fois. Et la première fois, je me suis pris une bonne claque. Et là aussi, mon ego, on a pris une bonne claque. Et l'année d'après, je suis revenu très fort. Très, très fort. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, comme beaucoup. Et puis voilà, et puis c'est passé. Et après, tout le temps où il faut travailler, mais après, c'est plus, il faut travailler. C'est-à-dire que dans toutes les années de médecine et après, finalement, on travaille pour être bon. Si on travaille bien, on est bon. Et si on est bon, on fait du bon travail. Et si on fait du bon travail, on est content dans son travail. Donc moi, je suis super content de mon travail, je le trouve génial, mais c'est aussi parce que j'y travaille beaucoup et j'y passe du temps et je suis toujours dans la formation continue, toujours je lis des trucs, tout le temps je vais à des conférences, des trucs, je veux pas être largué entre guillemets. Ouais, tu veux pas être le type, il y avait une blague qui tournait comme ça sur internet, le mec il regarde une radio, il dit alors docteur qu'est-ce que j'ai? Il dit vous avez le problème que à ce cours-là, j'avais une très mauvaise note à la fac et donc j'en sais strictement rien. Le mec regarde comme ça. Effectivement, on a envie d'être performant parce que on n'a pas envie de se retrouver face à un cas où tu dis je vais bâcler ou quoi parce que je maîtrise pas à 100%. Ouais, et puis je pense que alors c'est ce que je disais beaucoup à mes internes quand j'étais encore à l'hôpital. Même si de plus en plus la médecine c'est un travail technique, il faut avoir beaucoup de connaissances, il faut les appliquer. Maintenant, il y a des arbres diagnostiques où on dit tiens en fonction ta. J'aurais dit, vous n'êtes pas des techniciens de lave-vaisselle. Vous ne vous occupez pas de la vaisselle, vous vous occupez d'humains. Et ça a un côté sacerdotal quand même. Ça a un côté...
je suis pas juste un technicien, je fais autre chose de plus intéressant. Selon moi, je fais un métier génial et je l'adore. Et c'est pas du travail pénible, c'est du travail génial. C'est du travail génial. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande plein de choses, mais c'est du travail génial. On retourne pas un peu à la maison le soir en se disant que quand même il y a beaucoup de malheurs quand même dans le monde, il y a beaucoup de problèmes, que c'est lourd. Non, moi je trouve pas ça lourd. Ouais. Alors par moments oui quand même, faut pas non plus. Moi en général, mon bon bouton de décompression c'est ma femme. Je rentre, je raconte une ou deux histoires et hop, ça va. Ouais, c'est-à-dire Quand j'ai des gros trucs un peu, bien sûr, c'est tout secret, il n'y a aucun nom, rien du tout, bien sûr. Ouais, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que ça permet de raconter, ça me permet aussi... Puis des fois, elle a des bonnes idées en plus. Ah oui, ouais. Ah ouais, franchement, elle est très forte. Elle fait quoi? Si déjà on parle d'elle, elle travaille ici? Elle est avocate. Elle est avocate. Très bien, on va dire bonjour à madame et on continue immédiatement. Alors, donc ensuite ton parcours, tu es en train de faire médecine, tu fais des rencontres, tu décides finalement en spécialisation. Comment ça marche? À quel moment on doit décider de devenir psychiatre, addictologue? Ça se joue? Alors en France, à la fin des 6 ans d'année de médecine classique, générale, si on peut dire, on passe un concours qui s'appelle le concours de l'internat, où on est classé. Tous les étudiants sont classés de toute la France. Bon, quand je l'ai passé, on était 6500, un truc comme ça. Et selon le classement qu'on a, on décide ce qu'on fait comme spécialité et où. D'accord. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, médecine générale à Amiens ou chirurgie à Nice, et voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, moi j'ai décidé des psychiatres à Paris. Et à l'intérieur de cette... Et tout de suite, en fait, je savais que dans la psychiatrie, ce qui m'intéressait le plus, pas que bien sûr, mais c'était l'addictologie. Je voulais être addictologue. Et donc j'ai orienté tout de suite. Alors après, on fait des stages. Quand on est interne, on fait plusieurs stages. Et j'ai orienté tous mes stages vers l'addictologie, dans plusieurs services d'addictologie de Paris. J'étais à Sainte-Anne, j'étais à Paul-Brousse, j'étais à Bichat, j'étais à la Riboisière, à plein d'endroits où on fait de l'addictologie, voire des services que d'addictologie. Je me suis surspécialisé là-dedans. Et après, à la fin, où j'étais reçu en tant que psychiatre, j'ai fait une surspécialité qui s'appelle addictologie. Et donc, c'est pour ça que je peux dire que j'ai 2 spécialités, même si c'est une qui est une surspécialité, c'est psychiatre et addictologue. D'accord. Alors, on va passer très bientôt, on va faire le passage avec toi de France à Israël, mais j'ai une question préliminaire. Il y a des pays qui sont plus spécialisés, qui sont plus performants en addictologie, plus avancés? On est obligé de parler un peu des États-Unis quand même, où ils sont très très forts dans tout ce qui est caractériser, mettre les choses dans des cases, faire des belles choses et tout. Il y a un service magnifique qui existe à New York, où en fait c'est attenant au Rockefeller Center. Okay. Et en fait, il y a c'est un service d'addictologie sur 5-6 étages, ils font toujours tout très très grand, où il y a un étage par addiction. Donc ils sont sur spécialisés. Oui, ils font des très belles choses, ils font des imageries particulières, ils ont aussi beaucoup de moyens, ils dépensent beaucoup d'argent sur beaucoup de choses. Alors après, à quel point c'est intéressant dans les soins eux-mêmes, ça c'est autre chose, ça se discute. Mais en France, il y a des beaux services, il y a des belles choses qui arrivent, mais on a un problème en France, dans tout le domaine des addictions, de la psychiatrie en général, tout ce qui touche à la psyché, c'est qu'on est très très pris en France dans toute la dynamique de la psychanalyse. Okay. Et même si moi j'ai strictement rien contre, il y a des limites là-dedans, et il y a des limites dynamiques là-dedans dans les services. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, on ne veut pas utiliser certaines techniques qui sont reconnues, comme des techniques, on dit, cognitivo-comportementales, où on traite finalement le symptôme par des choses pratico-pratiques. Et parfois, dans certains services en France, on est bloqué là-dedans. On ne peut pas avancer parce qu'on est pris dans des querelles de paroisse, si vous voulez. On est un peu bloqué là-dedans. Donc ça, c'est un peu l'histoire qui fait ça. Ce qui bloque, c'est quoi? Il y a des professeurs, il y a des chefs de service qui ont été formés à une certaine... et c'est leur sacerdoce. Exactement. Il ne faut pas toucher à autre chose. Exactement, on ne peut pas faire autre chose. Alors moi, bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire que la psychanalyse, c'est pas bien. Moi, j'utilise des outils psychanalytiques, parfois même si je ne suis pas psychanalyste moi-même. Je crois que
tout est bon à prendre au bon moment. Il y a des outils qu'on peut utiliser à certains moments chez certaines personnes, que ce soit des outils analytiques, des outils un peu plus pratico-pratiques. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Ça ne répond pas obligatoirement à tout le spectre des problématiques. Exactement. Moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est plus quand les choses sont extrêmes. Genre, moi, je ne fais que ça et le reste, excusez-moi, c'est de la merde, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Les choses sont forcément nuancées. Et je pense que là, justement, ici en Israël, il y a beaucoup de nuances et beaucoup de thérapeutes différents et on peut avoir une certaine nuance dans plein de choses. Ok, alors on va revenir tout de suite puisqu'on va faire notre alia avec toi. On va monter dans l'avion, on va te suivre à ton arrivée d'Israël, ta décision de alia. Mais ça sera tout de suite dans la deuxième partie de Plein Lado. On se retrouve tout de suite. Alors, on était avec Michael et on allait monter avec notre addictologue invité aujourd'hui. On allait monter en Israël. Et juste avant de parler de ça, Alia, de la différence entre les hôpitaux israéliens, entre les services de santé israéliens et les services français, ensuite on va passer aux ados pour rester dans le thème de notre émission. Mais j'avais une petite question. J'ai regardé un peu ton CV tout à l'heure. Je m'attendais quand tu m'as envoyé, je m'attendais à voir un type de 50, 55 ans arriver. Comment t'as rentré tout ça? Tu as quel âge? Et j'ai 35 ans. 35 ans. Comment t'as rentré tout ça dans le laps de temps? C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que je fais. Et donc, en fait, j'ai beaucoup bossé. J'ai beaucoup bossé. J'ai fait de la recherche, j'ai écrit des articles, j'ai été... T'as écrit un livre aussi? J'ai écrit un livre pour les étudiants. Okay. Et c'était un livre pour driver un peu les étudiants qui passent l'internat, justement, dont on parlait tout à l'heure, pour leur expliquer la psychiatrie, comment c'est. Et moi, j'ai toujours eu, en fait, envie de raconter ce que je fais, que ce soit compréhensible pour la plus grande masse, parce que tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas ci, tout le monde n'est pas ça. Et puis, il y a plein de choses techniques qui ne sont pas intéressantes pour tout le monde. Et moi, j'aime bien raconter ce que je fais. Donc, j'ai été aussi conférencier pour les étudiants, pour les préparer à l'internat. J'ai été formateur à la mairie de Paris pour ce qu'ils appellent le service civil volontaire. Avec quel âge à l'époque quand tu as été conférencier et tout? Je sais pas. Pour la mairie de Paris, j'ai commencé quand j'étais interne, donc je devais avoir 26, 27 ans, quelque chose. Ça fait pas drôle, au mec, quand t'arrives, t'as 26 ans. Non, j'étais plus âgé qu'eux quand même, c'était des ados. Ouais, c'est ça, ouais. C'était des ados ou des jeunes adultes. Ouais. Non, mais justement, c'était assez cool pour eux, parce que ça avait un côté accessible, en fait. Et puis, bon, j'essayais de rendre la chose dynamique et sympa et tout, donc... ouais, c'est vrai, j'ai fait pas mal de trucs, mais c'est toujours avec le plaisir de vouloir passer ce que je fais, ou alors d'approfondir quand il s'agit de la recherche. Et finalement, c'est pas un effort surhumain quand on kiffe. C'est ça, quand on est dans son élément, on est un poisson, on nage, quoi. Ouais, mais c'est un peu ça, ouais. Ok. Alors regarde, a priori, on imagine toujours, bon c'est vrai, on a vu des Aliottes, même extraordinaires, on imagine toujours qu'un type qui est, bon, t'étais sur le rail, qui peut t'amener aux places les plus sympas des hôpitaux, etc. Parce que quand à 35 ans, t'as fait tout ça, ou à 30 ans, l'avenir est ouvert un peu devant toi. On a du mal à imaginer un peu ces Aliottes, c'est-à-dire se dire je vais sortir un peu de ce confort et je dois recommencer pas à zéro parce qu'on reconnaît mes compétences, mais il va falloir que je travaille en hébreu, il va falloir que je prouve encore à des gens que je suis capable. Ça fait pas un peu peur? Comment se passe la décision d'Alia par rapport à tout ça? Alors, la décision d'aller, il faut remonter parce que c'est quelque chose qui se mûrit un petit peu avec le temps. Et moi, je pense qu'il y a eu un double truc. D'abord, il y a le sionisme, ça, on va en parler un petit peu. Et puis, il y a aussi un espèce de challenge personnel. Il y a un truc qui te dit, c'est pas facile, mais je vais le faire. Et ça, c'est très perso. Et pour ce qui est du sionisme, c'est quelque chose qui a grandi vraiment doucement. Alors voilà, j'ai été très très peu dans la communauté en tant qu'ado, en tant qu'enfant. Ok. Voilà, dans une famille traditionnelle très très light. Et donc voilà, j'ai raccroché un peu les wagons avec la communauté à l'âge de 19 ans quand je suis rentré à l'UEJF. Okay. Donc là, j'étais dans le militantisme. Puis à un moment donné, tu passes au Bétard, Tagar, c'est ça? Voilà, ça c'est quand j'ai trouvé l'UEJF pas assez sioniste pour moi. Quand c'est monté un petit peu, et en fait, il y a eu une cassure, un moment où il y a eu
plein de jeunes comme moi qui sont partis du EGF parce que c'était pas assez. C'était le moment, c'était l'intifada, il se passait beaucoup de choses. Donc forcément, ces moments-là sont assez clivants. Et donc là, d'un côté, il y avait ceux qui étaient... que tout ça avait ranimé leur amour pour Israël et tout. Et c'est à ce moment-là où ils ont sorti, je sais pas si tu te souviens, mais ils avaient mis sionistes et pro-palestiniens. Oui. Ils avaient fait un truc comme ça et ça s'était pas passé, ça. On avait plein... Et en plus, on nous obligeait à le vendre, ce truc. On disait, mais t'es à l'UEJF, tu dois le vendre, ce truc. Moi, je vends pas un truc pour lequel je suis pas d'accord. Je suis pas pro-palestinien, qu'est-ce que tu me fais? Et donc, c'est à ce moment-là qu'on est beaucoup à être partis. Et puis, on a eu comme réponse ce mouvement, donc le Bétar, qui est très connu, qui a ouvert à ce moment-là une section étudiante. Et on a été plusieurs, comme ça, à vouloir être dans le débat étudiant, rentrer un petit peu dans les universités un petit peu. Et avec ce sionisme chevillé au corps, sionisme sans concession. C'était non, on n'est pas sioniste, mais on est sioniste, point. Et ça, c'était une grosse différence. Ok, donc et tu m'as raconté tout à l'heure, il y avait un débat entre ta femme et toi, oui, non, des fois c'était un qui chauffait, l'autre qui d'un coup avait la flamme, et puis un jour vous vous mettez d'accord, et il faut faire le grand saut. Alors comment ça se passe? Ouais, donc la balle, on se l'est envoyé beaucoup, et c'était en fonction de des possibilités de chacun, de ci et de ça. C'est toujours resté un peu dans la tête. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, effectivement, pour moi, le déclencheur, ça a été 2012 et Mohamed Merah, où je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, attends, il y a un type qui rentre, qui tue des enfants à bout portant, et la France n'est pas dans la rue. Donc là, si tu veux, on n'a plus rien à foutre ici. On n'a plus rien à faire là. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Alors, bien sûr que on n'est pas du tout dans une alliée de fuite. On s'est pas dit, nous on vivait à Levallois-Perret, on était bien, on n'avait pas d'antisémitisme au jour le jour. Enfin voilà, on le vivait pas l'antisémitisme, mais on l'a jamais vu. Enfin, moi je l'ai un peu vécu parce que j'ai grandi dans une banlieue, on va dire moins huppée que Levallois, donc je l'ai vécu. Mais en tant qu'adulte, j'avais pas peur pour mes enfants à l'école ou quoi que ce soit. J'avais pas peur, c'est pas le problème. Le problème, c'est quel projet de vie tu montes dans ce pays-là. Et en plus, bien sûr, en base, tu avais ce sionisme et cette idée qu'on avait en tête. Ça nous a juste donné un petit coup supplémentaire, on va dire. Et à partir de ce moment-là, voilà, moi j'ai monté mon projet et j'ai vu que c'était possible et qu'il fallait faire des choses pour pouvoir avancer en Israël. Et je me suis préparé. D'accord. Alors tu m'avais raconté tout à l'heure en coulisses, là on va pas pouvoir repasser sur tout parce qu'on veut arriver aux addictions. Il y a des gens qui nous regardent et qui commencent à repérer, même chez leurs ados, des comportements problématiques. Je veux qu'on y consacre assez de temps. Donc on va un peu sauter, tu arrives en Israël, tu t'étais préparé, tu avais pris des contacts et puis tu décides de sauter dans le bain israélien, de pas aller avec des médecins ou des chefs de service francophones pour vraiment plonger. Ça, c'était un truc qui est très intéressant pour moi. On y consacrera peut-être même un jour une émission, une Alia Story ici. Une fois que tu trouves ta place en Israël, moi j'ai envie de savoir un tout petit peu d'abord sur les différences entre le système israélien, le français et le système israélien, au niveau de la psychiatrie, même des services. Et ensuite, je veux qu'on rentre un peu dans les cas. On va toucher à tout. On va toucher à l'alcool, on va toucher à la cocaïne. On va pas toucher en direct. Je vois que le technicien me fait des sites là-bas. Mais on va essayer de parler de toutes ces choses-là, en passant par le portable, par l'addiction au porno, etc., qui sont des sujets, je pense, très, très actuels pour les gens. Alors, quelles différences étaient les plus nettes quand tu es passé d'un système à l'autre? Alors, il y a beaucoup de choses quand même, parce qu'il faut voir un peu la différence. Le système français c'est un très très bon système pour le patient, mais c'est un très mauvais système en tant que système. C'est-à-dire que le système, il perd de l'argent tous les jours, et beaucoup. Et donc, c'est un système entre guillemets, c'est un système d'enfant gâté. C'est-à-dire que le médecin peut prescrire ce qu'il veut, n'importe quel examen qu'il veut, n'importe quel médicament qu'il veut, personne ne dira jamais rien. Et les patients ont l'habitude de venir, de voir le médecin, de payer quasiment rien au final, et que ça se passe comme ça. Maintenant, en Israël, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que c'est très contrôlé, mais le système, il est pérenne. Le système, il est financièrement stable, et donc, c'est la grosse différence. Et de là, il y a en Israël tout ce qui est le confort du patient qui est peu ou pas pris en compte. Le confort n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'efficacité du traitement, le plus court, le plus rapide et le moins cher possible. C'est souvent la mentalité israélienne dans plein de domaines, d'ailleurs. Nous, on voit le problème, on va essayer de le résoudre. Après... Voilà. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que d'abord, c'est un choc.
C'est un choc où on a l'habitude d'être, en tant que patient en France, d'être quand même choyé. Moi, je me souviens quand j'étais chef de clinique, il y avait très peu de chambres doubles. Il y avait des chambres simples. Et ceux qui étaient dans les chambres doubles, ils gueulaient. Ah, quand est-ce que je passe en chambre simple ici, dans le service? Ceux qui étaient contents, c'était ceux qui étaient dans une chambre où ils étaient 4. Ils étaient contents. Et donc, ce qu'on voit, c'est surtout la différence de cadre. Moi, quand je suis arrivé dans le service dans lequel j'ai travaillé 3 ans, j'étais en choc. J'étais en choc. Je dis, mais moi, en tant que médecin, je reste 8 heures sur place, après je rentre chez moi. Les patients qui sont hospitalisés ici, mais je trouve ça terrible. Alors après, on s'habitue à tout, et les Israéliens, ils sont habitués. Ils savent que c'est des mauvaises conditions, ils le savent, ils sont au courant, ils gèrent, ils ont l'habitude, ça ne leur pose aucun problème. Et c'est vrai que ces conditions-là, où moi, dans le service dans lequel j'ai travaillé, c'est un service fermé, donc d'addiction, donc la porte fermée, 50 hommes, parce que c'est que des hommes, avec des addictions très très lourdes, souvent avec des passés de criminels, délinquants, tout ce que vous voulez, parce qu'il y avait aussi un service juridique, judiciaire dedans. Et mine de rien, c'est pas la guerre tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que quand on a des patients comme ça, moi je peux vous dire, vous mettez les mêmes patients enfermés en France, c'est la guerre tous les jours. Ouais, la guerre. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un truc social ici, entre chaque personne, qui fait que c'est beaucoup plus fluide en fait. C'est beaucoup plus fluide. C'est pas... Vraiment, je vous dis, on prend les mêmes, on les met en France. C'est dû à quoi? C'est une question de... Il y a une maturité sociale un peu? Il y a quelque chose... Moi, je pense qu'on a tous, entre Israéliens, alors c'est pas du tout ce que je veux vous dire idéaliste et tout, mais je pense que c'est vrai. Il y a une base commune. On est tous un peu juifs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et donc, du coup, il n'y a pas de méchanceté, il y a peu de violence. Il y a un peu de violence, il y a toujours un peu de violence dans un service fermé un peu comme ça, mais il y en a beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer au vu des conditions qui sont dures. Donc voilà, moi le premier truc que je vois qui est très important, c'est l'hôpital. Et d'ailleurs moi, quand je suis arrivé, j'ai eu un petit moment où j'avais des douleurs thoraciques, j'avais des douleurs à la poitrine, et j'ai été hospitalisé une nuit pour vérifier si tout va bien, tout allait bien. C'était probablement le stress d'ailleurs. Ça arrive, et ça arrive beaucoup d'ailleurs quand on arrive, c'était à 3 mois de l'ALIA. Et tout allait bien, et je me suis rendu compte un peu de la différence entre les deux services quand il était 6 heures du matin, je dormais, et je sens quelqu'un qui me fait une prise de sang. Ouais, sans te réveiller. Sans me réveiller, rien du tout. Le type, il prend mon bras, il me fait une prise de sang, mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je te prends une prise de sang, c'est quoi ton problème? Mais c'est-à-dire que vous voyez un peu la différence culturelle. En Israël, ça ne pose pas de problème parce que le type, il est là, il fait sa prise de sang, c'est quoi ton problème? De toute façon, je dois la faire, t'es réveillé, t'es pas réveillé. Exactement. En France, ça s'imagine pas une seconde. C'est ça, le mec a mis le pied dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh à Kodashim. Mais c'est terrible, Et encore une fois, en Israël, on dit, ah oui, il est là, et pourquoi il perdrait son temps? Ouais, il y a une différence culturelle très importante. S'il attend que tout le monde se réveille, il n'aura pas fait le boulot. Exactement. Et ça, je pense que c'est un bon exemple. Ça montre bien un peu la différence culturelle qu'on a, et aussi dans la santé. Alors dans la santé mentale, ça prend des proportions beaucoup plus importantes. Ok, alors on va plonger directement dans le bain. Là. Fais-nous un tout petit schéma, un tout petit tableau des principales addictions qui font que des patients arrivent chez toi. On va commencer même par les adultes, on descendra ensuite aux ados pour les voir. Quels sont si on devait faire très schématiquement, très grosso modo, les grosses addictions qui touchent les gens aujourd'hui qui arrivent chez vous? Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut séparer les addictions aux produits et les addictions comportementales. Les addictions aux produits, ce qui est tout de même le plus courant, c'est encore l'alcool, même ici. En France, c'est de loin le premier produit. Et ici, ça reste le premier, même si c'est talonné de très très près par le cannabis. Chaque produit amène ses conséquences psychiques et physiques particulières. Et chaque comportement aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de voir les... Alors maintenant, parfois, c'est pas un seul produit. Parfois, il y a plusieurs. Il y a des cocktails qui sont classiques, que beaucoup utilisent. Par exemple, le patient qui prend un trait de cocaïne pour descendre, entre guillemets, après, parce que la cocaïne, c'est euphorisant. Pour descendre, pour se sentir bien après, c'est de l'alcool, c'est de l'héroïne, c'est des comprimés, c'est bref.
Donc, tous ces produits, donc on a parlé de l'alcool, du cannabis, de la cocaïne, l'héroïne qui revient très fort. Quand on entend héroïne, on pense surtout aux années 90, le sida, sûr, tout ça, mais ça revient très très fort l'héroïne. Et puis maintenant, il y a des choses nouvelles. Parce que l'héroïne, ça fait un peu peur, ça fait un peu Pulp Fiction. Et en plus, dans tous les films, c'est le produit aussi le plus cher. On a l'impression comment un bonhomme se paye ça. Bon, on va revenir à ça tout à l'heure, mais tu parlais de nouveaux produits. Quels sont les... Alors, nouveaux produits, parce que, par exemple, je prends l'exemple de l'héroïne, ça fait partie de ce qu'on appelle des opiacés, c'est-à-dire toute cette forme chimique qui comprend aussi beaucoup de médicaments sur ordonnance. Ok. Par exemple, tout le monde, entre guillemets, des douleurs chroniques. Il y a plein de patients qui ont des douleurs chroniques, après plein de choses, après un accident, après un cancer, après plein de choses, il y a des douleurs, et très facilement, quand on va voir son médecin, surtout, on peut peut-être reparler du fait que quand on va voir son médecin en Israël, c'est la coupatroline, mais ça dure 5 minutes. Au lieu d'essayer de creuser un petit peu, qu'est-ce qu'on fait ? On va lui donner des opiacés. Alors ici en Israël, c'est Percocet, c'est des trucs comme ça. Et ça rend très 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 fort dépendant. Et on monte les doses, et on monte les doses, et on monte les doses. Et après, on va sur des choses, des comprimés, des médicaments sur dose qui sont plus forts que l'héroïne. Ok. Donc il y a des gens, des patients, qui sont très très loin du stigma, comme on dit en hébreu, de la stigmatisation qu'on peut avoir par rapport aux patients dépendants, qui ne sont pas des junkies, comme on dit, qui vont s'injecter des trucs, des gens comme tout le monde, qui ont eu un problème, qui ont eu des douleurs, et qui se sont retrouvés là-dedans. Et ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ils nous augmentent les doses, et c'est dangereux. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les décès liés à la consommation de ces produits-là, aux opiacés, font plus de morts par an que les accidents de la route. C'est des dizaines de milliers de morts. Pourquoi ? Parce qu'on monte les doses jusqu'à ce qu'on arrive à une dose qui est une overdose. Le terme littéral, overdose, c'est une overdose avec un médicament. Avec un médicament, bien sûr. C'est intéressant. Si tu as ton médecin, il te prescrit ça. Ok. Ton médecin, lui, il sait jusqu'où il peut aller. Ok. Bien sûr, il n'est pas sensibilisé à ça. Il va pas te dire. Surtout, tu augmentes pas tes doses. Si tu as un problème, tu viens me voir. Si, il dit tiens, tu prends ça, tu dégages. Ça marche comme ça. Le patient, avec 3 comprimés, il a encore mal. Alors, il va en prendre un 4e. Et un 5e, et si, et ça. Et il voit que son médecin, quand le patient, il lui redemande plus, il lui dit non, ça y est, tu as la dose maximale, stop. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller voir un autre et tout. Il va commencer à trafiquer des choses. Et il va en prendre plus. Ça va pas être 3, ça va être 10, ça va être 15. Il n'est pas toujours conscient du danger. Bien sûr que non, qu'il n'est pas conscient du danger, parce que ce sont des médicaments. D'accord. On a du mal. On a l'impression que ça va nous soigner toujours. On pense jamais que ça va nous tuer. Et alors, on n'a pas des statistiques comme ça ni en France ni en Israël, mais aux États-Unis, ça fait plus de morts que les accidents de la route. Donc c'est juste terrible. C'est juste terrible. Alors, Michael, on en reparle tout de suite dans la 3e partie de Plein d'Ado. Merci d'être avec nous. Alors, on était dans les opiacés, effectivement, ces fameux médicaments qui pouvaient même te tuer parce que ça comporte des composantes qui sont vues par le patient comme des calmes douleurs, mais qui contiennent de l'héroïne ou à des doses qui peuvent effectivement, si s'accumuler, vous tuer. Il y a une grosse question qui revient chez les parents d'élèves, parce qu'ici en Israël, quand il y a un enfant qui est un tout petit peu turbulent, qui ne tient pas en place, on le catégorise très très vite comme étant un hyperactif dangereux pour l'équilibre mental et la santé de la classe. Et donc, on va lui recommander de la Ritaline, un peu comme aux États-Unis, alors qu'en France, on ne connaissait pas du tout ce truc-là. Et on se retrouve avec des parents qui appellent, les éducateurs comme moi, mais je suppose les médecins comme vous encore beaucoup plus, en disant... qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce qu'il y a une dépendance ? Est-ce qu'il n'y a pas de dépendance ? Quel effet ça va avoir sur mon fils ? Comment je peux savoir qu'il en a vraiment besoin ? Et chez les Olim Pradashim, c'est encore plus cru parce que des fois, le type est là et effectivement, il est agité parce qu'il fait sa alia, il ne trouve pas ses repères et hop, on arrive avec l'histoire des Ritalines. Alors, une toute petite itiarasout, un tout petit mot de ta part sur ça et on revient. Il n'y a pas de problème. Alors, il faut faire la part des choses. La Ritaline et tous les traitements qui sont des traitements donc, de ce qu'on appelle le TADA en France, le trouble, hyperactivité, déficit de l'attention, c'est un médicament, encore une fois. Moi, je trouve que
d'abord, avant de parler du médicament, il faut parler du trouble. Il faut le diagnostiquer. Est-ce que, d'abord, c'est pas une maîtresse qui va diagnostiquer, c'est pas un type entre deux portes qui va diagnostiquer un diagnostic de trouble hyperactivité, ça prend entre 1 heure et 2 heures. Ça demande un examen d'un médecin. En Israël, c'est un psychiatre ou un neurologue. Et si le patient, le jeune patient, ou alors l'adulte, hein, ça peut arriver aussi chez l'adulte, est diagnostiqué, après on peut parler de traitement. Il est vrai que, alors ici, ça a l'air surdiagnostiqué. En France, c'est largement sous-diagnostiqué. Donc c'est un autre problème. Parce que moi, je peux vous dire que... je peux te dire, pardon, j'ai oublié qu'on se tutoyait. C'est un super traitement. Quand le diagnostic est bien posé, c'est un super traitement et ça évite tout plein d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'après, tu as des patients, moi je récupère des patients, des adultes, hein, d'abord qui ont été dépendants à plein de trucs. Encore une fois, on raccroche avec la dépendance, qui ont utilisé ça comme antidépresseur, ça encore. On peut en reparler, je ne suis pas du tout contre les antidépresseurs, au contraire, mais c'est une question de diagnostic correct et de traitement correct. Et si le traitement il est correct et bien fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que ça donne une dépendance? C'était ta question, j'y reviens. Alors, oui, c'est ma question. Alors, tu vas y répondre, mais j'en accroche une deuxième que tu invites. Oui, mais tu parlais d'un diagnostic d'1 heure ou 2 heures. Est-ce que le médecin a vraiment 1 heure ou 2 heures pour un enfant agité qu'on lui envoie? Est-ce qu'il va prendre le temps vraiment de poser son diagnostic comme il faut? Alors, je vais t'expliquer comment ça se passe. Un IFRON, comme on dit ici, un diagnostic pour un enfant hyperactif. Normalement, on se pose, on fait. Alors maintenant, tous les hyperactifs, c'est pas, ils vont pas casser la salle de consultation. Hein. La plupart du temps, c'est des difficultés de se concentrer, c'est des difficultés de rester assis à la classe, c'est des difficultés à rester devant la feuille. C'est aussi une distractibilité. Donc c'est pas tout le temps, même si moi j'en ai eu quand j'étais interne, des gosses qui cassent tout, c'est quand même assez rare au final. Alors bon, quand ils cassent tout et tout, on se dit bon bah on va voir, mais c'est quand même assez rare. En général, c'est des choses plus fines quand même. Donc on fait un diagnostic. Normalement, il s'agit de faire des tests, de donner le comprimé et de refaire les tests derrière et de voir ce qui se passe. C'est aussi rapide que ça. La procédure est toujours respectée? Non. Ouais, parce que c'est un peu l'impression qu'on a. Ah non, la procédure n'est pas respectée. Parce que pourquoi? Il y a un problème, c'est le problème du système israélien, de la coupa trolim. Comment on peut faire un examen correct en 10 minutes? On ne peut pas faire un examen correct en 10 minutes. C'est compliqué, c'est pas rien. Moi, hier, je rencontrais, justement, c'était vraiment quelqu'un qui était donc spécialisé en hyperactivité. Il me dit, mais moi, je suis à la coupa trolim. Il travaille aussi à la coupa trolim. Il dit, moi, je ne fais pas ça à la coupa trolim. C'est non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ils viennent me voir, c'est du privé, ça prend du temps, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. C'est quelque chose de pas rien. C'est pas rien, c'est un traitement qui a ses effets secondaires, comme tous les traitements. Il n'y a pas de traitement sans effets secondaires. Il faut qu'il soit bien donné, bien spécialisé, que le diagnostic soit posé. Une fois que le diagnostic il est posé, on est tranquille, on sait que le médicament il a ses intérêts. Peut-être que là, quand il y a des problèmes, c'est que le diagnostic est mal posé, que le traitement est mal donné, il est mal pris. Quand il y a un accompagnement médical correct, ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Okay, un truc qui revient effectivement chez les Olim Khadashim, c'est « Mais mon fils vient d'arriver en Israël, il est là depuis quelques mois, laissez-lui un peu de temps, il ne comprend même pas obligatoirement l'hébreu, comment tu veux qu'il soit concentré ou focalisé sur le cours? C'est juste pas possible. » Alors d'abord, le premier truc, c'est qu'on ne peut pas faire un examen correct dans la langue que le gosse ne parle pas. C'est juste... et ça, j'en ai vu plein de fois. J'ai vu, moi, des ados, parce que les enfants, ça c'est plus pour les psychiatres de l'enfant, et on me dit, alors le psychiatre qui l'a vu l'a diagnostiqué. Et vous êtes là depuis 6 mois, il ne parle pas hébreu. Il l'a vu, il l'a diagnostiqué. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. On fait les choses un peu bien quand même. Et même si ça arrive parfois, et moi ça m'est arrivé aussi, devant quelque chose de méga typique. C'est clair, c'est net, il n'y a pas à se prendre la tête, on donne le comprimé. Ok. Et par contre, après, il faut voir ce qui se passe. Comment on voit ce qui se passe? On pose la question, on voit, on a des réponses. Et on voit aussi le comportement et la parole. Ça. Comment on peut faire ça quand c'est pas dans la langue du patient en question? Alors, et quand ils sont là depuis 10 ans, ça passe. Mais sinon, c'est n'importe quoi. Donc les risques d'erreur ou de diagnostic pas bien posé existent. Bien sûr. Ouais. Et quand l'examen n'est pas fait correctement, c'est exactement pareil. Le problème de la langue dans l'examen psychiatrique, c'est exactement pareil pour un médecin généraliste qui va faire un examen sur une table qui bouge.
Ouais, d'accord. Il cherche à sentir le foie. Dès qu'il appuie, ça part comme ça. Il peut pas faire le truc bien. Et donc, il va avoir un diagnostic erroné puisque son examen n'est pas dans de bonnes conditions. D'accord. Donc, on revient à la seconde question qu'on avait posée quand même. Il y a une dépendance à la Ritaline? Il peut y arriver, ça peut arriver. Alors, moi, j'ai des patients qui ont été dépendants à la Ritaline ou à ce genre de traitement. Alors, toujours, comment ça se passe? C'est pas genre, je prends un comprimé depuis des années, je suis dépendant. Non, c'est pas ça une dépendance. Une dépendance, c'est, je prends mon comprimé, j'étais obligé d'augmenter très régulièrement les doses. Aujourd'hui, j'en prends 15-20. C'est autre chose. On est déjà au-delà des doses maximales. Je commence à les sniffer, à les prendre autrement. Ça, c'est autre chose encore. Je trafique des ordonnances. Voilà, ça c'est plus ça la dépendance. La dépendance, c'est pas je prends mon comprimé, quand je le prends, je suis bien, et quand je l'arrête, je suis pas bien. Bah, c'est juste ça vous fait du bien, faut y aller, quoi. Je pose un petit diagnostic là, au milieu de l'émission. Tu es très rassurant comme médecin. C'est le ton. Hein. Ouais. On a l'impression que tu as tout vu, et pourtant que tu gardes quand même une certaine distance, voire un certain... c'est pas seulement un respect, c'est pas le bon mot hein, pour tes patients, mais même une certaine tolérance. Bon, on est des êtres humains. Des fois, on se casse la figure, on glisse, etc. Je suis là aussi pour vous sortir un peu de ça, mais je suis pas non plus un magicien, je suis pas un grand gourou qui vient, on va faire un boulot à deux, et on a l'impression que tu as la bonne distance. C'est un truc sur lequel tu as travaillé. Ouais. Pour être honnête, ouais. Je vais te raconter comment. En fait, cette position-là, c'est une position qui vient justement de la dictologie. On s'est rendu compte, et ça c'est des études, c'est-à-dire que moi j'essaye tout simplement de faire ce qui marche. Je veux bien soigner mes patients, je veux faire ce qui marche. Et tout simplement on s'est rendu compte que le ton professoral, tiens, monsieur, ok, d'être froid comme ça, de jeter son ordonnance, d'écouter comme ça, et surtout de dire tu fais ça, ça marche pas. Stop, okay. Ça ne marche pas. On s'est rendu compte que ce qui marchait c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est un grand mot, mais l'empathie c'est quoi? C'est je peux me mettre à la place. Et ça veut dire que quoi? Moi, si j'ai en face de moi un médecin qui me parle comme ça, d'abord, j'ai pas trop envie d'y retourner. De deux, je vais avoir un peu peur de lui. Et donc, si par exemple j'ai un problème avec le médicament, je vais pas trop lui dire. Alors que moi, je leur dis parfois, vous voyez, j'ai des patients parfois où je leur prescris quelque chose et je vois qu'ils tiquent un peu. Alors ça, je laisse pas passer. Je dis, attends, vous avez tiqué, pourquoi ? Non pas que je veux prendre ça et te dire attention, hein. Pourquoi? Tu as des inquiétudes, des questions. Je veux que tu me poses toutes les questions possibles parce qu'après, quand tu seras chez toi et si tu as des questions, bon, la prochaine fois, tu pourras me les poser. Mais si tu as des questions, tu vas pas le prendre bien le médicament et ça va pas se passer comme il faut. Tandis que soit tu me poses les questions maintenant, soit mieux que ça. Je reprends mon ordonnance, ça m'est arrivé plein de fois, je te note juste le nom du médicament et tu prends tes renseignements, va sur Internet. Je dis oui, mais il y a des conneries sur Internet. Bien sûr qu'il y a des conneries sur Internet, mais tu vas y aller de toute façon. Alors tu lis ce qu'il y a sur Internet et tu reviens avec des questions. Donne-moi l'ordonnance. Je garde l'ordonnance et tu reviens. Et ça marche beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il va taper le nom du médicament, il va voir plein de conneries d'abord sur Internet. Il y a plein de conneries, il y a des choses vraies aussi. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'abord de parler vrai. Oui, il y a des effets secondaires des médicaments, oui, il y a des choses, mais il n'y a rien qui est dramatique. Il n'y a rien qui ne peut pas s'échanger avec son médecin. Et surtout, moi, j'ai pas d'action avec les médicaments, je veux juste donner ce qui marche, ce qui va le mieux. Alors parfois on tombe bien, parfois moins bien. Ça, c'est une question de chance parfois aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des traitements qui sont pas à 100%. Et ça, c'est le lien avec le médecin qui permet de construire ça. Et ça, moi, je l'ai vu particulièrement parce que, alors t'as dit que j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai fait un truc en plus dont on n'a pas parlé, c'est que j'ai un master en pharmacologie. Okay. Donc je suis allé étudier les médicaments à l'université de pharmacie. Et là-bas, on avait un UV. Un UV, c'est une unité de valeur, voilà, un truc voilà, où on apprenait ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Alors moi, je vois ça, je me dis, c'est quoi ces conneries? J'ai besoin d'éduquer qui? Je suis médecin, quoi. Bon, j'étais un peu jeune. Je suis médecin, quoi. J'ai pas besoin d'éduquer qui que ce soit. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui s'appellent des patients experts. C'est des trucs qui commencent à arriver en Israël. C'est des gens qui ont une maladie chronique, qui ont compris leur maladie, qui ont compris plein de choses, et qui forment et les patients et les médecins sur comment est-ce qu'on fait passer l'info. C'est intéressant. C'est super intéressant. Et moi, j'ai été scotché. J'ai fait, mais attends, mais on fait tout à l'envers. Et à partir de là, j'ai commencé à changer. J'ai vu que c'était tellement plus efficace. C'est tellement plus efficace. Tu descends de ton piédestal comme ça. D'abord, il sert à rien, ce piédestal.
Tu descends, tu discutes, on est entre êtres humains, encore une fois, on revient à ce truc-là, je ne suis pas technicien de la vaisselle. On est entre êtres humains, moi, j'ai la connaissance, c'est vrai. Mais toi, tu es le patient, c'est toi qui prends le médicament tous les jours, tu es censé le prendre. Il faut que tu sois bien avec. Si tu n'es pas bien, on en parle. Michael, j'ai envie de toucher un tout petit peu, on va sortir un peu de ce domaine, on va toucher à l'alcool. Parce que l'alcool, moi, c'est un problème que je rencontre en tant qu'éducateur. De plus en plus de jeunes, de plus en plus d'ados qui arrivent et qui disent, par exemple, de façon très claire, non, moi, je bois pas, en tout cas pas régulièrement, mais par contre, quand il y a une messiba, quand il y a une fête, khayavim alcool, c'est obligatoire. Alors, chaque fois que tu vas voir un gosse, il va te dire, non, moi, je fais pas partie de ceux qui roulent à la fin, mais c'est très courant qu'effectivement, à la fin d'une fête, il y ait plusieurs gosses, 14, 15 ans, allongés par terre, dans un état, une espèce de, pas encore le coma éthylique, mais pas loin. Et les mecs ont l'impression que c'est leur environnement. Bon, ben c'est comme ça, c'est une fête. Qu'est-ce que va rechercher le gosse? Pourquoi il arrive à ça? L'alcool va l'aider? Est-ce qu'il y a... Ma question est plus précise que ça. Est-ce qu'il y a un point, après un verre, 2 verres, 3 verres, où l'enfant pense qu'il est à une espèce de sommet? L'alcool lui a ouvert un peu les yeux, lui a donné plus d'envie d'aborder peut-être une fille. Est-ce que c'est pas un problème un peu des choses auxquelles on est addict, qu'à un moment donné, et on verra peut-être ça dans les jeux vidéo tout à l'heure, on se trouve très bon et très fort et assez performant? Alors, en ce qui concerne l'alcool, la façon de consommer que tu décris, c'est ce qu'on appelle le binge drinking. En grosso modo, c'est un anglicisme qui veut dire la consommation extrême. Et donc, effectivement, on n'est pas dans une dépendance avec les critères un peu classiques où on est obligé de consommer tous les jours, mais quand on consomme, on est dans des consommations vraiment extrêmes, très importantes, qui peuvent aller jusqu'à 10, 15 verres, voire une bouteille et demie, enfin bref. Et ces consommations-là, et justement, il y a eu une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps là-dessus, que chez les ados, cette consommation-là, même si elle n'est pas quotidienne, même si elle est une fois de temps à autre, ça a des dégâts majeurs, parce qu'on parle d'un cerveau en construction. Il faut savoir que le cerveau de l'être humain est en construction jusqu'à peu près l'âge de 19 ans. Et ce bain, entre guillemets, de façon un peu imagée, d'alcool sur un cerveau en construction fait des dégâts majeurs. Des dégâts sur le long terme, des dégâts ce qu'on appelle cognitifs, c'est-à-dire que les capacités intellectuelles sont amoindries. Et donc on est sur un vrai problème, en plus un vrai problème de santé publique, parce que ces gosses-là, ils vont être des adultes moins performants, moins cortiqués, comme on dit, moins voilà. Et donc on est dans un vrai problème. Maintenant, effectivement, comme tu disais, il y a un truc avec l'alcool, c'est que c'est désinhibiteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur des ados qui sont dans, comment on dit, la crise d'ado avec leurs questions existentielles et tout qui sont naturelles. Je me trouve comme ci, je me trouve comme ça, je me trouve comme ci, je me trouve comme ça. Et avec 2-3 verres d'alcool, ça va en l'air. Et l'inhibition part. Effectivement, je peux aborder une fille, je peux dire des choses, et parfois, même après, ils se disent, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu dire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Ils sont pas mécontents d'ailleurs, parce que ils sont plus lâchés des trucs habituellement. Ils sont beaucoup plus lâchés. Alors maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est des ados comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est un peu ta question, j'imagine, qui vient derrière. Elle arrive derrière, mais j'en ai une juste avant. J'ai l'impression qu'il y a quand même un manque d'informations assez incroyable, parce que cette histoire, par exemple, d'alcool, avec les dégâts majeurs dont tu as parlé, moi, je rencontre des parents qui me disent, oh, vous savez, ils boivent, mais bon, à l'armée, Zekvar y allait, mais ça sera peut-être déjà trop tard. Quand il arrivera à l'armée et tout, les dégâts majeurs auront déjà eu lieu et tu auras laissé faire, quoi. Quelque part, tu t'es dit, bon, peut-être les Mefagdim vont faire le travail à ma place. Qu'est-ce qu'on fait au niveau information? J'ai l'impression qu'on passe des fois à côté du bon message, quoi. C'est-à-dire, tout le monde sait, ouais, l'alcool, c'est pas bon, mais vraiment les conséquences, etc., à court terme, à moyen terme et à long terme, etc., je pense pas qu'il y ait une maîtrise chez les gens de ces informations. C'est un vrai problème. Alors là, on touche au problème justement de la santé publique et comment l'information arrive au grand public. Là, je peux te dire juste 2-3 trucs. En France, ça commence doucement à faire. Ça commence doucement à venir, notamment par un ami à moi qui a creusé le truc, qui s'appelle professeur Benyamina, qui a fait en plus un livre là-dessus il y a peu de temps. Ça commence à venir, mais ça prend peu, parce qu'il y a quelque chose. Alors en France, on a le truc l'alcool, c'est culturel, c'est ci, c'est ça. Et ici, pour être honnête, il y a quelque chose de politique, c'est-à-dire qu'il y a des budgets de santé publique,
des budgets d'information et tout. Et je sais pas si tu vois, mais dans tous les messages sanitaires qu'il peut y avoir à la télé ou quoi que ce soit en Israël, c'est les accidents de la route. Et le budget pour les accidents de la route est très très important pour essayer de sensibiliser, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de morts en Israël, mais il ne faut pas oublier que y a plein de choses, moi dans mon domaine, notamment le suicide, qui font beaucoup plus de morts en Israël que les accidents de la route, et tu n'entends jamais une campagne sur le suicide. Il y a un problème de santé publique, tout simplement. Ils ne mettent pas les budgets comme il faut aux bons endroits. Il y a plein de choses à faire en santé publique en Israël. Pourtant, dans les accidents de la route, il y a quand même beaucoup de mecs addictés qui ont eu des accidents parce qu'ils sont sortis C'est pas faux. d'un truc, ils ont pris des doses assez incroyables. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes, pour leur faire comprendre, pour intervenir que fait l'addictologue et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous aussi, les éducateurs, les parents, pour essayer de limiter ça? D'abord, le premier truc, moi, que je pense qui est important, c'est la relation de confiance. C'est-à-dire que avoir une position, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que médecin, une position qui n'est pas une position de jugement, qui n'est pas une position avec des punitions derrière, parce que c'est humain. Si le gosse, il sait que s'il raconte des choses, si derrière il se fait punir, il va rien raconter. Donc, sans se dire que il faut jamais sanctionner, il faut ça, il faut se garder les choses d'un côté. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, il faut une relation de confiance, il faut pouvoir donner l'espace à l'ado pour raconter ces choses, qui sentent que c'est possible, sentir un petit peu à quel moment est-ce qu'il pourrait s'arrêter, voir un petit peu, ça c'est déjà l'étape d'après, mais déjà qu'il ait un espace où il raconte ces choses, c'est bien. Et puis après, c'est comment la discussion elle peut poursuivre. Et ça, c'est des cas très très personnels chacun. Mais le plus important, moi je pense, et ce que je vois dans les familles où j'ai pu intervenir, c'est que s'il n'y a pas de relation de confiance, il n'y a pas d'espace pour raconter. Et donc, ces consommations, elles restent taboues. Elles restent enfermées dans le groupe des amis qui, eux, sont dans la même dynamique, donc il ne se passera jamais rien. S'il y a quelqu'un d'externe à qui il peut raconter les choses, il va pouvoir avoir un miroir de ses comportements, et là, il se passera peut-être quelque chose. On voit des déclics comme ça chez des jeunes après justement la discussion avec toi où le type dit quand même, j'avais pas compris que c'était... Alors les déclics, justement, c'est la grande question. La grande question des parents, quand est-ce que vient le déclic? Alors, le truc, c'est que ça marche pas comme ça. On parle... Alors là, on va rentrer dans quelque chose encore d'un peu compliqué, c'est ce qu'on appelle la dynamique du changement. Et ça a été modélisé il y a plusieurs années par 2 psychologues américains, on passe. Et en fait, tout le monde n'est pas prêt à un changement. Et cette dynamique de changement, à la base, ça a été fait pour les addictions, mais maintenant, c'est utilisé dans le monde de l'entreprise et tout, bref. Et donc, tout le monde n'est pas prêt au même moment à un changement. Il y a plusieurs phases, et c'est en fonction de la phase dans laquelle se situe l'ado ou le patient. S'il est dans un truc complètement fermé, où il est, moi, je suis bien dans mon truc, je ne bougerai pas, d'abord, ça pose aucun problème. Les parents vont se braquer, parce que mais c'est mal, mais c'est ci, mais c'est ça, lui, il est braqué dans son truc, et on n'avance pas. C'est là que le professionnel peut rentrer en ligne de compte, parce qu'à chaque phase du changement, parce qu'après ça progresse, il y a des interventions particulières. C'est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est une technique d'entretien qui permet d'avancer dans ces phases du changement. C'est-à-dire qu'en fait, on progresse dans la relation et on renvoie au patient son ambivalence. Chaque addict a une ambivalence par rapport au produit. D'un côté, c'est bien, de l'autre côté, c'est moins bien. Et il y a des niveaux comme ça. Comment on fait progresser l'ambivalence? Ça, c'est toute la technique d'entretien qui s'apprend au fil des années et tout. C'est un peu complexe à aborder là, parce qu'il y a des cours à l'université qui durent 2 ans, pour te dire une idée, pour faire ça. Et donc chaque truc, on peut permettre de faire progresser la motivation, et on essaie d'avancer comme ça. Mais on ne peut pas dire, aujourd'hui, là, c'est la séance où on arrête l'alcool. N'importe quoi. Ouais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est qu'on progresse dans une relation et on avance ensemble. Ok, on ne pourra pas parler de tout. On va bientôt passer à la 4e partie. On voulait parler
des signes du sevrage, etc. Les signes, bon, je ne sais pas si on pourra caser tout. Surtout que dans la dernière partie, je vais vouloir parler beaucoup du portable, des jeux vidéo, etc. et leur consacrer une bonne place parce que ça revient toujours dans les questions des auditeurs. On se retrouve tout de suite pour la 4e et dernière partie de Plein l'ado. À tout de suite. Dernière partie de Plein d'ado avec notre invité qui est un invité très intéressant aujourd'hui. Moi-même, j'apprends plein de choses et j'espère que je vais en apprendre encore dans la 4e partie puisqu'on va parler maintenant d'un problème qui revient tout le temps. Le portable, l'addiction des ados, et quand je dis ados, on pourrait élargir, l'addiction de la société au portable, puisqu'on a tout aujourd'hui dedans. On a notre emploi du temps, on envoie nos mails, on a toujours une bonne raison de l'avoir en main. Et quand on l'a pas, on a une bonne raison de sursauter aussi en disant comme si on avait perdu notre bon copain ou notre épouse et qu'on la trouvait plus à notre côté. C'est la première chose. La deuxième, c'est ces fameux jeux vidéo ou télévision tout simplement, etc., où les ados vont passer des heures et des heures en disant « Non, une dernière, je dois finir, là je suis en réseau, je suis avec les copains, je ne peux pas ». Comment on arrive à ça? Comment surtout on arrive à en sortir? Est-ce qu'il y a des remèdes un peu miracles? Je ne pense pas, connaissant maintenant, mais il y a des façons de travailler. Que dit l'addictologue sur tout ça? C'est très vaste, hein, on va resserrer au fur et à mesure. Alors d'abord sur le portable, moi je serais très très mal placé de juger parce que bien sûr tout le monde a son portable. Le problème c'est que on rentre finalement dans autre chose, c'est-à-dire que le portable est devenu une prothèse de nous-mêmes. C'est une prothèse mnésique de notre mémoire. Il y a plein de choses qui sont écrites là. On s'en sert pour tout aujourd'hui, mais le problème, c'est pas finalement ce que le portable fait, c'est ce qui nous empêche de faire. Et donc là, c'est vrai qu'il y a des choses banales qu'on peut dire pour essayer de mieux vivre avec son portable, parce qu'on peut pas dire à quelqu'un t'arrêtes avec ton portable, c'est juste n'importe quoi. Personne n'arrêtera avec son portable. Maintenant, il y a, moi je pense, des règles de base. Par exemple, moi j'ai des patients. Alors, il y a peu de gens qui se présentent en disant j'ai une addiction au portable, parce qu'on est tous addicts au portable et finalement il y a peu de gens qui voient ça comme un problème. Mais c'est plus des choses qui viennent dans des conversations en psychothérapie pour d'autres choses. Mais les trucs de base, c'est. Je dis aux patients, mais est-ce que si tu dînes en tête à tête avec ta femme, est-ce qu'il y a ton portable à côté? Bah oui, il y a mon portable à côté. Mais rien que ce message de je pose mon portable sur la table, près là, j'ai ma femme en face, je pose mon portable sur la table, le message c'est t'es là, mais si ça sonne, t'es plus là. Tout de suite, immédiatement. Ben oui. Il y en a même qui étaient dans leur portable, mais chaque fois que la table d'à côté sonne, ils le décrochent quand même. On m'appelle. Il y a une deuxième chose moi, qui me paraît important, c'est le portable au lit. Et ça, il y a des études qui existent là-dessus, comme quoi les images qui sont données par le portable sont des images avec une certaine fréquence qui perturbent le sommeil après. C'est-à-dire que jouer avec son portable, lire des trucs sur Facebook, peu importe, dans le lit, juste avant de s'endormir, c'est très mauvais pour le sommeil. On a des sommeils qui sont perturbés derrière. Donc là, on commence un petit peu à avoir une certaine information médicale et scientifique par rapport à ça, ça pose des problèmes. Il y a un dernier truc que je trouve qui est important d'exposer là, c'est tout le domaine des écrans. Et là, on va peut-être aller un petit peu plus vers l'enfance. On sait aujourd'hui tout le danger des écrans pour les enfants. C'est-à-dire que tu vois maintenant dans les GAN, souvent, il y a des télés. Et moi, j'ai vu des fois des gosses, on les met à 1 an devant la télé. Alors qu'on sait que c'est très mauvais. Il y a des études qui... Tu as de dire avec beaucoup... On sait les médecins ou les ganénotes? Non, les ganénotes, elles s'en foutent. Elles veulent vaquer leurs occupations. Oui, mais on a peut-être un problème avec ça. C'est-à-dire, si l'information n'est pas arrivée jusqu'aux gens, tu ne peux pas non plus les pointer du doigt en disant je pensais que ça les occupait pas mal. Puis finalement, tous les parents font un peu ça de temps en temps, en disant je leur ai mis un film, mais... Ben alors, le truc, c'est qu'il faut entendre les choses. Il faut entendre que les écrans, normalement, il y a des livres qui existent là-dessus, il y a des études qui existent là-dessus, il y a des recommandations qui existent. Les recommandations sont les suivantes. Jusqu'à l'âge de 3 ans, pas d'écran. 0. Rien. C'est des vraies recommandations. Le bébé devant la télé pour l'endormir. Rien du tout. C'est des vrais trucs, et c'est des trucs qui ont été faits à la base avec des études scientifiques qui ont montré que des enfants qui étaient exposés même une fois de temps à autre entre 0 et 3 ans à un écran, même des trucs adaptés, parce qu'il y a des trucs, il y a maintenant des contenus télévisuels pour les enfants de 2 ans, c'est juste fou quoi. Et il y a des trucs qui sont adaptés, sans violence, ce que tu veux, mais on a vu que même ça
ça posait des problèmes pour l'adulte qui vont être et pour l'ado qui vont être. Donc s'il y a des recommandations à donner, c'est 0-3 ans. Oui, c'est difficile. Si la télé elle annule tout le temps, oui, c'est difficile. S'il y a les plus grands qui regardent la télé, je comprends. Maintenant, il y a la recommandation et ce qu'on peut en faire. Maintenant, il faut que les parents, pour pouvoir adapter leur comportement, qu'il faut qu'ils sachent que c'est non. Alors après 3 ans, quelle est la posologie ? Après 3 ans, il y a des trucs qui ont été faits, des recommandations. Alors ça, je vais te parler des recommandations françaises, parce qu'en Israël, ça n'existe pas, ce genre de truc. C'est de 3 à 6 ans, si je ne me trompe pas, oui, de 3 à 6 ans, on a le droit à maximum 20 minutes par jour avec un adulte, pas seul. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contenus que nous, en tant qu'adultes, on peut trouver normaux, pas de problème ou quoi que ce soit, qui sont intrusifs pour l'enfant. Et il faut qu'il y ait un adulte pour débriefer ça en direct. Il se passe un truc dans un dessin animé et tout. Parfois, nous, on ne voit pas la violence. Ah là là, mais il s'est fait ça. Et il faut que l'adulte il soit là en direct pour pas que ce truc traumatique, ça vienne, ce soit intrusif pour l'enfant. Et après, il y a entre 6 à 9 ans et où on monte un petit peu dans les trucs, on peut, voilà. Mais il y a un truc important, et ça, c'est tous les spécialistes, il y a des grands spécialistes qui ont étudié la question, c'est surtout, on ne laisse pas la télé à l'enfant allumée. On ne sait pas ce qu'il y a, on ne contrôle pas ce qu'il y a. Ce qu'on fait, on lui met un programme, le DVD, le truc, ce que tu veux, et voilà. Et pas de jeux vidéo avant l'âge de 9 ans. Ça, c'est le dernier truc. C'est juste sur les contenus que tu parlais par rapport à la télé, ou il y a aussi des effets, je sais pas, de l'écran, des lumières, ça va aussi. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça que je te dis que c'est indépendamment du contenu. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est sur Gulli qu'il peut rester 3 heures. Ça, c'est non. D'accord. Donc, il y a des parents qui nous regardent un peu déçus en disant « Zut, je vais devoir trouver comment l'occuper ». Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça dépasse toute proportion ? Vraiment, le gosse n'arrive pas. Moi, il y a des parents qui m'appellent de temps en temps qui me disent « Bon, il voudrait bien venir à vos activités, au truc que vous... » Mais le problème, il aime surtout son écran. On a l'impression que c'est une relation amoureuse, qu'on va le séparer d'une fiancée. Et en fait, il ne nous parle plus d'ailleurs tellement, on n'est pas tellement en contact parce qu'il est que devant son écran. Alors, comment on sort un gosse de cette histoire-là dans vos services ? On fait un sevrage. On fait un sevrage en écran comme on fait un sevrage en drogue parce qu'il s'agit de la même chose au final. Parce que ces addictions comportementales, et là on revient au concept d'addiction, ça va le comportement ou l'utilisation du produit va utiliser quelque chose dans le cerveau qui s'appelle le centre du plaisir. Ok. Qui produit un produit qui s'appelle la dopamine, qui est, c'est pas une hormone, c'est un neurotransmetteur du plaisir. C'est très rapide ce que je vous raconte, mais bon. Et au bout d'un moment, ce comportement a été encodé dans le cerveau comme voie vers le plaisir. Moins de plaisir aux relations sociales, moins de plaisir à manger même, moins de plaisir aux autres choses. C'est ça, pourquoi ? Parce qu'on est dans l'immédiateté, on est vers un plaisir qu'on connaît, on y va, on allume, on y est. C'est facile. Et ça me chope direct. C'est la même chose que quelqu'un qui se fait des traits de cocaïne. C'est pareil. C'est une voie vers le plaisir direct. Tous les autres plaisirs n'ont pas la même puissance que la cocaïne ou que l'écran. Et donc, je vais là-dedans, parce que c'est facile. Alors, comment se passe un sevrage ? Comment on contrôle ça ? Vous enfermez le gosse dans une salle et il pousse des cris dans mon écran. D'abord, tout va dépendre de où est placé l'écran. C'est super important, ça. Parce que où est placé l'écran ? Est-ce qu'il est dans le salon ? Ou est-ce qu'il est dans la chambre ? Est-ce qu'il est dans plein de choses ? Comment est-ce qu'on fait le sevrage ? Comment est-ce qu'on réintroduit ? Parce qu'on ne peut pas être aujourd'hui, ça dépend de l'âge après, mais comment on ne peut pas être déconnecté des écrans ? Aujourd'hui, on en a partout. Maintenant, les gosses aussi, ils font leur devoir sur l'ordinateur ou sur la tablette ou je sais pas quoi. Donc, on ne peut pas être déconnecté. Mais par contre, il faut remettre de la proportion. Et la proportion, ça veut dire le contrôle. Et le contrôle, il faut que ce soit les parents qui prennent ça en main un petit peu. Mais d'abord, il y a une période de sevrage, vraiment. Hein. Ok. En général, c'est quoi ? Tu fais une ordonnance en disant, bon, sevrage, bonne chance, les gars. Moi, je vous dis, pas plus que 20 minutes par jour. Au revoir. Et les parents se débrouillent avec ça ? Non, c'est-à-dire qu'on fait... D'abord, encore une fois, on voit où est l'ordi. Moi, en général, je leur dis, si l'ordinateur est dans la chambre de l'enfant, vous l'enlevez. Okay. D'abord. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans la chambre. La chambre de l'enfant, surtout si c'est un ado, c'est son sanctuaire, c'est son endroit. On n'a pas le droit d'entrer comme ça. On n'a pas le droit de surveiller. C'est important qu'il en ait quand il est ado. Donc, s'il a un ordi dans la chambre, on lui enlève l'ordi de la chambre et on le met dans le salon. Okay. Comme ça, d'abord, je sais ce qu'il y a. Je peux jeter un coup d'œil. Je peux voir s'il ne va pas sur des sites qui ne me vont pas ou qui sont dangereux pour lui. Et puis, je peux contrôler le temps.
Donc, il y a ça. On fait un sevrage, c'est-à-dire qu'il y a 0 pendant X temps. Ça dépend de la profondeur de l'addiction, ça dépend de plein de choses. On décide. Il y a des barèmes, il y a des trucs Ouais, qui existent. ça existe vraiment. Tableaux, Il y a des recommandations, ça existe vraiment. Ça a été théorisé par le service d'addictologie de l'hôpital de Colomb. Et j'utilise ça, moi. Et après, on réintroduit. Doucement, et on voit, et on gère, parce que bien sûr, tout sevrage, parce que, encore une fois, c'est comme un sevrage au produit. Il y a son lot d'angoisse, son lot d'insomnie, les problèmes et tout. Il y a un vrai besoin d'accompagnement. Et voilà, on réintroduit doucement, et on essaie d'accompagner. Alors, on parlait tout à l'heure, on n'a plus que quelques minutes dans l'émission, je veux absolument le toucher, cette histoire d'addiction au porno, qui est très à la mode, et y compris des enfants qui arrivent et qui disent, qui signalent eux-mêmes le problème en disant, bon, je sais pas, j'arrive plus, ça me trotte dans la tête, dès que j'ai une minute, je vais aller voir un film porno. Et quelques mots sur ça, et quelles sont les armes, quelles sont les possibilités pour les parents, la marge de manœuvre, est-ce que ça va être Internet Rimon, est-ce que ça va être de mettre des façons de tenter, en tout cas, d'endiguer, ou il y a d'autres techniques qui arrivent dans un service aujourd'hui pour parler de ça? C'est une bonne question, mais en fait, le truc, c'est que il faut voir aussi à la base ce qui se passe. C'est-à-dire que, est-ce que cet accrochage qu'il y a eu aux images et au contenu pornographique vient d'une image de la sexualité qui est erronée, qui pose souci, qui pose problème et qu'il faut travailler? Est-ce qu'il y a un problème de dépression sous-jacent? Est-ce qu'il y a un problème d'angoisse? Donc ça, c'est l'entretien qui va permettre de mettre le doigt sur ces choses-là. Parce qu'en général, quand il y a... Alors, tu as dit un enfant, c'est quand même rarement des enfants, c'est des ados, mais ça commence à 12 ans quand même, hein, maintenant à peu près. Donc c'est encore un peu des enfants quand même. Et donc, il faut essayer de démêler la pelote, d'essayer de voir un peu ce qu'il y a sous-jacent, s'il y a quelque chose sous-jacent, des fois pas toujours, c'est juste l'addiction qui est arrivée, voilà, c'est tout. Et donc, on va essayer de faire cet entretien, de faire un bilan. Est-ce que c'est sur son portable? Est-ce que c'est sur l'ordinateur? Dans quel moment? Et tout. On fait un bilan. Et on sort tout simplement des réponses pratico-pratiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler des heures et des heures... Enfin, en tout cas, moi, je ne fais pas ça. Je ne vais pas parler des heures et des heures de sa mère. Moi, ce que je veux, c'est que la souffrance du gosse et la souffrance de la famille par rapport à ça, parce qu'en plus... on peut rajouter le problème des familles religieuses quand il y a une couche supplémentaire, finalement, du problème, parce qu'il y a un côté honteux, il y a un côté tout ça. Donc il faut reprendre le problème d'abord comme un symptôme. C'est un symptôme médical, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, on en parle de façon ouverte. D'ailleurs, ils sont souvent très très étonnés, les familles ou les ados eux-mêmes, comment moi j'en parle. C'est-à-dire, j'en parle comme un symptôme, c'est comme s'ils toussaient. Le fait qu'il aille voir des films porno sur Internet, moi, c'est un symptôme comme s'il toussait. Pareil, exactement pareil. Donc, on en parle comme ça. Et on essaye de trouver des solutions pratico-pratiques. Comment traiter ça? Toi, tu es vraiment dans le pratique. C'est-à-dire, il y a un problème, on va trouver la solution. Mais je ne vais pas maintenant m'étaler pendant des heures sur comment, qui, quoi, que c'est arrivé. Parce qu'on a un problème, on doit apporter aujourd'hui une solution à la famille, quoi, qui arrivait aux gens. Selon moi, quand il y a une souffrance, quand il y a un symptôme, quand il y a un signe qui engage du monde, qui engage le patient, c'est à moi de trouver des solutions un peu pratico-pratiques. Après, si on veut s'engager dans autre chose, de plus profond, là on est plutôt dans ce dont on parlait tout à l'heure, dans quelque chose de plus analytique, où on parle de quelque chose de plus profond, mais qui va prendre du temps, qui va demander un peu de l'engagement et tout ça. Il y en a plein qui sont très contents de le faire et c'est très bien. Moi, c'est juste pas mon boulot. Et moi, je suis centré sur le médical, entre guillemets. C'est un symptôme, j'essaie de le traiter. Parfois, il y a besoin de faire plus qu'on traite juste l'addiction et on va voir plus loin. Mais je reste pratico-pratique, ouais. Docteur Michael Sprintz, on va terminer. Et la dernière question, mais complètement personnelle, on sort complètement des addictions. Malgré un petit sourire en coin, tu es resté pendant 7 heures d'entretien avec la bonne distance, avec le bon ton. Un addictologue, il sait aussi se lâcher, faire une petite partie de jeux vidéo, déconner un peu, se lâcher en disant bon, allez, c'est bon, mais patient, ne regarde pas. On y va, les gars.
Sortez les joints. Bah ouais, quand même. Ouais. Ouais, il faut. Ouais, un petit verre, c'est quoi ton truc? Tu bois un peu? Ah, très peu. Ouais, très peu. Toi, t'es plus... Non, mais j'ai dit la vérité, ça me fait rien. Ouais. J'ai essayé quelques fois, ça m'a rien fait. Donc, non, le cannabis, pas du tout. Un peu d'alcool, vraiment une fois de temps à autre. C'est-à-dire que je suis pas... Non, c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc. J'ai été un moment un peu accroché à la course. Ouais. On aurait pu en parler, ça aussi, l'addiction au moi, sport. je connais des vrais addictés. J'ai pas couru ce matin. Ouais. Sauf que après, quand j'ai eu mon premier enfant, ça s'est arrêté tout seul, j'avais plus le temps, tout simplement. Mais ouais, il y a eu des trucs comme ça. Je pense pas avoir de fibre un peu d'addict. Je m'accroche pas à des trucs comme ça. C'est bon à savoir, les addictologues ne sont pas toujours addictés, sauf à l'addictologie, etc. Ça a l'air de te passionner quand même. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était très très intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion de collaborer d'autres fois. Je rappelle le numéro de la boîte vocale du Studio Qualita 050 430 80 20. Vous pouvez télécharger aussi notre application Studio Qualita sur l'App Store ou Google Play. www.studioqualita.com pour nous joindre et si vous avez des questions, même aux addictologues, etc., posez-les-nous sur les numéros que nous venons de donner. Nous serons enchantés d'inviter des invités qui répondront à vos questions et à vos attentes. Merci d'avoir été avec nous. C'était Bernard Zanzouri pour Studio Qualita. Merci, Dr Michael Sprintz, et à très bientôt. Au revoir. Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.